Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, les emballages biodégradables de la RDC et le trafic des pangolins du Gabon sont au menu de votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Mais tout de suite, voici les titres. Des emballages et sacs biodégradables, c'est la solution écologique mise au point par une entreprise de Goma pour réduire la pollution plastique. Les sachets plastiques à Goma sont en circulation. Je ne pouvais pas prétendre qu'on a éradiqué. Notre objectif, c'est parvenir à éradiquer complètement l'utilisation des sachets plastiques. Mais c'est un combat. La fusion de deux bourses d'Afrique centrale a réussi à convaincre les investisseurs. Ils s'intéressent de plus en plus au marché financier régional de Douala. Nous, en tant que professionnels, nous sommes très satisfaits parce que ça permet quand même d'avoir un seul discours vis-à-vis des entreprises qui souhaitent aller vers la bourse. C'est un animal très recherché pour sa viande et ses écailles. Objet de tous les trafics, le pangolin du Gabon est protégé mais ne réussit pas à échapper aux contrebandiers. Pour les Gabonais, le pangolin va être utilisé pour la consommation. C'est-à-dire que les pangolins font partie des gibiers les plus appréciés en tant que viande de brousse en fait. Réduire les emballages non recyclables comme les sacs plastiques peut apparaître comme un défi encore insurmontable en Afrique. Et pourtant, c'est d'une région en pleine instabilité que vient un exemple remarquable d'emballage biodégradable. Franck Kika, un jeune entrepreneur congolais de la ville de Goma, en province du Nord Kivu dans l'est de la RDC, a ainsi réussi à mettre en place sa société Mitten. Particularité, il s'agit d'une solution écologique financée sur fonds propres par son initiateur et qui contribue à créer des emplois. Notre correspondant à Goma, Daniel Michombero, nous en dit plus. Regardez. 38 ans, Franck Kika est un jeune Congolais entrepreneur de la ville de Goma, énamouré de l'environnement et du bien-être de tous les citoyens de sa région, qui a décidé de mettre sur pied une usine pour contribuer à la préservation de l'environnement. Deux types d'emballages biodégradables sont produits ici à l'usine Mitten Pawa. Il s'agit notamment des emballages en papier craft et des emballages en tissu non tissé. L'objectif principal est de remplacer les emballages de plastique qui ruinent la nature. Nous voulons alimenter l'est de la RDC en emballage en papier, papier craft et les emballages en tissu non tissé, pour remplacer les emballages plastiques qui polluent l'environnement et qui dérangent l'écosystème. L'usine Mitten Pawa est installée ici au quartier Keshero dans la ville de Goma. Plusieurs jeunes de la ville ont trouvé de l'emploi ici. Certains ont été engagés pour travailler directement à l'usine, d'autres pour s'occuper de la vente des emballages biodégradables dans les points de vente de l'entreprise. Ces rouleaux importés des pays voisins comme la Tanzanie et l'Ouganda sont installés dans l'usine Mitten Pawa pour produire des emballages. L'usine fonctionne avec 3 machines, 2 pour la fabrication des emballages en tissu et une autre pour les emballages en papier. Ici, ils sont coupés selon la longueur commandée là-bas. La partie de commande se trouve là-bas de l'autre côté, c'est digital, c'est numérique. Toute la commande s'est faite là-bas, la vitesse, la dimension voulue, ainsi de suite. Tout se fait ici, de ce côté-là. Et elle peut faire 200 pièces la minute. Pour Franck Kika, sa lutte est économico-environnementale, mais la guerre en cours en province du Nord Kivu est un frein pour l'avancement de ces prestigieux projets écologiques. Les sachets plastiques à Goma sont en circulation. Je ne pouvais pas prétendre qu'on a éradiqué. Notre objectif, c'est parvenir à éradiquer complètement l'utilisation des sachets plastiques. Mais c'est un combat. Un combat qui demande l'accompagnement permanent de plusieurs instances, notamment l'autorité politico-administrative. Et on est en contact tous les jours, mais il y a aussi les autres qui ne ferment pas qui ne croisent pas les bras. Encore que ces emballages plastiques sont fabriqués dans des pays voisins. Mais on vient les injecter chez nous. Chez eux, c'est interdit, ils n'utilisent pas ça, mais ils viennent jeter chez nous comme s'ils ont une poubelle. Alors nous, on croit que c'est une lutte. La lutte est permanente et ce n'est pas facile.
La lutte contre le réchauffement climatique est un combat quotidien pour certains Congolais. Maître Olivier Ndolé, un avocat vert de l'organisation Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, ACDH, plaide pour un meilleur accompagnement des entrepreneurs engagés comme Frank Kika. À travers ce genre d'entrepreneurs, le Congo est en train de donner son apport sur la réduction de l'empreinte carbone. Et donc, non seulement sur le plan économique, l'État pourra, si vous voulez, avoir des impôts et des taxes, mais aussi en termes, si vous voulez, d'encadrement des jeunes. Comme vous le savez, nous sommes dans une situation ou dans une zone instable où les jeunes sont, si vous voulez, ramassés par des groupes armés. Une fois il y a ces genres d'entrepreneurs, ils sont en train d'aider l'État à encadrer et aussi à réaliser, si vous voulez, les droits socio-économiques qui sont inscrits dans notre Constitution. Frank Kika veut encore élargir ses activités dans la volonté de préserver la nature contre les effets du changement climatique. Parmi ses objectifs, l'organisation et la collecte des déchets plastiques par les jeunes, le recyclage et la conversion de ces plastiques usagés en emballage biodégradable. Il compte également signer des partenariats avec d'autres entreprises locales engagées dans la lutte contre la pollution plastique au Nord Kivu. Et justement, au Ghana, le ministère de l'Environnement est en pleine préparation d'un projet de loi pour contraindre les producteurs d'emballages plastiques à prendre en charge les déchets liés à leur activité. Ce serait la fin du régime volontaire et le début d'une nouvelle doctrine de responsabilité élargie du producteur. Rappelons qu'en Afrique de l'Ouest, seulement la production de déchets plastiques est estimée à 840 000 tonnes par an. Le groupe bancaire français Société Générale affine sa stratégie africaine. Selon le média Ecomatin, il envisagerait de se déployer dans la gestion d'actifs et à déposer un dossier d'agrément auprès des autorités camerounaises. Le lancement d'un premier fonds commun de placement serait prévu d'ici la fin de l'année. Ces projets font suite à l'annonce de pourparlers entre les groupes bancaires africains Vista et Coris d'un côté et la Société Générale de l'autre, pour la cession de ses filiales congolaises, tchadiennes et guinéennes en Afrique. Et nous restons maintenant en Afrique centrale où les deux marchés financiers de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont fusionné. La bourse de Douala et la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale de Libreville ne font plus qu'une. Cette nouvelle bourse régionale située à Douala a eu du mal à convaincre des investisseurs plutôt frileux, mais elle a réussi son pari grâce à des émissions obligataires réussies. Pour en savoir plus, Aboubacar Mounchili a visité cette bourse, porte d'entrée d'un vaste marché financier régional. Regardez. Voici le siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC, en plein cœur du quartier d'affaires à Douala, la capitale économique du Cameroun. Elle est devenue l'unique bourse de la sous-région, un véritable espoir en zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nous avons, depuis le 4 juillet 2019, assisté à la fusion-absorption de Douala Stock Exchange, qui était la bourse du Cameroun, par la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, à savoir la BVMAC, dont le siège était à Libreville. Les chefs d'État ayant donc décidé de l'intégration des marchés financiers de l'Afrique centrale. Nous, en tant que professionnels, nous sommes très satisfaits parce que ça permet quand même d'avoir un seul discours vis-à-vis des entreprises qui souhaitent aller vers la bourse. Pendant près de 16 ans, de 2003 à 2019, la zone CEMAC a été en effet marquée par la coexistence de deux marchés boursiers concurrents. Au résultat, des conséquences douloureuses pour le monde des affaires locales. Nous avons beaucoup souffert en CEMAC du fait qu'il y avait deux bourses actives et deux organes de régulation, CNF et COSUMAF. Donc ça ne permettait pas aux émetteurs, à tous ceux qui voulaient arriver à la bourse, de pouvoir choisir une place financière ou une autre. Depuis lors, l'unique bourse et deux acteurs clés animent le marché financier de la sous-région. Tout d'abord, le régulateur, qui est la commission de surveillance du marché de l'Afrique centrale, la COSUMAF. Ensuite, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, qui assure la fonction de banque de règlement.
Au-delà donc de ces acteurs centraux, nous avons une quinzaine de sociétés de bourse qui sont agréées par le régulateur, dont le rôle est de servir de l'intermédiation entre le public qui a besoin d'investir et les émetteurs. À côté donc de ces acteurs qui sont les intermédiaires, il y a bien entendu, n'est-ce pas, les opérateurs économiques eux-mêmes. Car sans opérateurs économiques, c'est-à-dire sans investisseurs, sans émetteurs, il n'y a pas d'échange sur le marché financier. Allos Finance Cameroun est une entreprise qui fait dans le crédit bail. Elle est parmi les premières entreprises de la sous-région Afrique centrale à avoir compris que l'arrivée de la bourse représentait une grande opportunité pour le milieu d'affaires de la sous-région. Pour l'expérience, au début on avait quelques interrogations, mais je dois dire que ça a plutôt été une belle expérience, une belle réussite. Les acteurs du marché boursier sur l'Afrique centrale en fait sont véritablement à l'écoute des entreprises. On cherchait 8 milliards, on a eu un taux de souscription de 110%, ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin pour les investisseurs institutionnels sur ce marché. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on est coté à la bourse de Douala et ça se passe très bien. En 4 mois seulement, par exemple, entre décembre 2020 et mars 2021, 3 opérations de levée de fonds ont été enregistrées. D'autres emprunts et l'introduction en bourse des sociétés publiques venant de différents pays de la CEMAC sont annoncés et attendus à la bourse régionale. Des performances qui reflètent encore mal le potentiel économique de la zone CEMAC. La timidité est réelle. Je crois que c'est un problème de culture boursière, de communication, de formation des acteurs. Alors, nos programmes aujourd'hui vont dans ce sens, essentiellement, à savoir promouvoir l'espace de la bourse mobilière des affaires, de la bourse mobilière d'Afrique centrale à Douala, rendre la place attractive, rendre la bourse au niveau des étudiants, qu'elle soit quelque chose qu'ils prennent en compte dans leur formation, pourquoi pas au niveau de l'école primaire. Il faudrait que depuis la base jusqu'au niveau le plus élevé, les acteurs, les populations puissent comprendre que la bourse est un moyen essentiel pour promouvoir le financement de leurs activités, pour pouvoir permettre de placer leur épargne dans un créneau qui est sûr et crédible. C'est donc le travail que nous sommes en train de faire. On ne peut pas avoir une économie de la CEMAC qui n'a pas un marché boursier performant. On ne peut pas se passer d'une bourse. Donc il faut absolument que la bourse vive. Donc nous travaillons aujourd'hui beaucoup sur le cadre réglementaire pour changer, améliorer les différents textes réglementaires CEMAC afin de rendre le cadre réglementaire et la bourse beaucoup plus compétitive. La zone CEMAC est condamnée à avoir un marché financier performant si elle veut poursuivre et asseoir son développement économique. La batterie des mesures incitatives, la volonté affichée des acteurs et l'engouement progressif des entreprises pour la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale sont des preuves que l'espoir est possible dans cette sous-région du continent africain. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. C'est le mois dernier que s'est tenu à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. De nombreux chefs d'État africains avaient fait le voyage pour exprimer un consensus en faveur d'une architecture financière internationale plus représentative des pays du Sud et des aléas climatiques. Plusieurs avancées ont été constatées pendant ce sommet de 2 jours, comme par exemple un accord de restructuration de la dette zambienne qui pourrait ouvrir la voie à d'autres règlements en Afrique, mais aussi la décision d'inclure une clause de dette suspensive pour les aléas climatiques dans les statuts des banques de développement.
Et c'est de retour de ce sommet que les dirigeants de l'Éthiopie ont pris une décision drastique. Le pays de l'Est du continent a soumis une demande d'adhésion au groupe des BRICS. Il est composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères éthiopien a précisé que pour l'Éthiopie, un membre fondateur d'institutions multilatérales comme l'Union africaine et les Nations unies, il était important de rejoindre des blocs comme les BRICS pour, a-t-il dit, sauvegarder nos intérêts nationaux. C'est un revers pour le Rwanda. Le pays espérait accueillir les demandeurs d'asile du Royaume-Uni et avait signé à cet effet un accord de 120 millions de livres sterling avec Londres. Mais voilà, la Cour d'appel britannique a rejeté le projet du gouvernement, jugeant le programme illégal et le Rwanda peu sûr pour l'accueil des réfugiés. Un jugement que Kigali a trouvé blessant. Nous contestons la décision selon laquelle le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. C'est ce qu'a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement. Les dangers du trafic des animaux sauvages ont été particulièrement mis en lumière pendant la pandémie de Covid-19. Ce qui n'empêche pas certains circuits de contrebande de prospérer, au Gabon notamment, un des lieux d'habitat des pangolins. Ces mangeurs d'insectes nocturnes et solitaires sont très recherchés pour leur viande et leurs écailles, en particulier en Asie. Un trafic considérable s'est développé dans plusieurs pays africains. Pourtant, l'animal fait partie depuis plusieurs années des espèces protégées. Notre correspondant au Gabon, Jean-Rovis Dabani, a suivi le dossier en interrogeant les protecteurs des pangolins sur la persistance de ce trafic. Regardez. Dans le parc national de la Lopé, à quelques heures de la capitale Libreville, une équipe de scientifiques anesthésie un pangolin géant. Un émetteur sera installé permettant de géolocaliser l'espèce. Le spécimen, qui pèse 40 kg, va être ensuite relâché dans son milieu naturel. Le sort de cet animal, peu connu du grand public, inquiète les chercheurs. Le mammifère, recherché pour sa viande réputée savoureuse et ses écailles, est devenu le plus braconnier au monde. Depuis 2020, le pangolin est soupçonné par des chercheurs d'avoir transmis le coronavirus. Au Gabon, des nouvelles lois ont été prises interdisant sa capture, sa commercialisation et sa consommation. Sur les étals de ce marché de Libreville, l'espèce s'est raréfiée et les commerçantes ont perdu leurs meilleurs clients. Avant l'épidémie, la vente du pangolin, pourtant interdite, était une bonne affaire. Des acheteurs chinois venaient à l'ouverture du marché pour rafler toute l'offre des commerçantes. Aujourd'hui, les vendeuses peinent à se faire une marge. Avant, les gens venaient au marché pour payer le pangolin. Depuis qu'on nous a interdit de ne plus vendre le pangolin, de un, c'est interdit par les eaux et forêts. De deux, on dit que c'est le pangolin qui amène le corona. Nous, on ne vend plus le pangolin. Donc même si les gens, je sais que les gens aiment le pangolin, mais nous, on ne le vend plus parce qu'on respecte les instructions des eaux et forêts. Le commerce de pangolin est interdit depuis 2016, mais de nombreux Gabonais l'ignorent. L'ONG anti-braconnage Conservation Justice sensibilise régulièrement les villageois, mais les habitudes ont la vie dure. Conservation Justice assure que les mentalités progressent, mais qu'il faudrait renforcer la surveillance. Dans plusieurs restaurants à travers le pays, on propose toujours des plats de pangolais aux clients. Mais je pense qu'à ce niveau, il serait quand même intéressant que l'État essaie de mettre en place un bon mécanisme qui existe déjà d'ailleurs, de répression, donc en faisant appliquer la loi visant justement à faire punir les auteurs et même les complices de ces trafics-là. À la direction scientifique des parcs nationaux, on déplore une explosion du braconnage autour de l'espèce. Pour cette biologiste, ce n'est pas la viande vendue quelques francs CFA qui fait la valeur du pangolin, mais plutôt ses écailles qui s'arrachent à prix d'or sur le marché international. Pour les Gabonais, le pangolin va être tué pour la consommation. C'est-à-dire que les pangolins font partie des gibiers les plus appréciés en tant que viande de brousse, en fait. Et donc, les Gabonais vont se ruer vers ces espèces-là pour la consommation. Maintenant, il y a un trafic qui a été signalé au niveau international, donc le trafic des écailles, qui requiert en fait un prélèvement dans la nature des pangolins, mais juste les écailles vont être conservées, en fait. Donc, il y a une grosse pression sur les pangolins pour la viande et pour les écailles. D'après cette scientifique, le constat est frappant dans le nord du Gabon, notamment dans le parc national de Mikébé,
le plus vaste des 13 parcs nationaux frontaliers du Cameroun, lui-même frontalier avec le Nigeria, véritable plaque tournante où le kilo se négocie à 60 000 francs CFA avant de rejoindre l'Asie où il atteint 650 000 francs CFA. Je n'ai pas encore assisté à de grosses saisies d'écailles comme ce qui se passe au Cameroun ou au Nigeria. Par exemple, au Cameroun, en 2017, j'ai assisté à la première incinération d'écailles, on va dire, en Afrique. Et c'était plus de 3 tonnes d'écailles de pangolin qui avaient été incinérées cette année-là, juste après que les pangolins aient été tous listés sur l'annexe 1 de la Convention CITES. Et ensuite, au Nigeria, j'ai assisté à l'analyse d'une saisie de près de 7 tonnes, plus de 7 tonnes d'écailles de pangolin. Donc, vous voyez un peu les chiffres. Voilà, ce ne sont pas des chiffres que j'ai rencontrés ici au Gabon, mais par ailleurs, ce n'est pas possible, en fait, par exemple, au Nigeria, lorsqu'il y a une saisie de 7 tonnes d'écailles de pangolin, ce n'est pas possible que ces 7 tonnes d'écailles de pangolin proviennent du Nigeria. Parce que vous voyez, donc, le Cameroun, le Nigeria vont être comme des pays qui vont fonctionner un peu comme des plaques tournantes pour l'exportation de ces produits illicites-là vers l'extérieur. Au Gabon, 3 des 4 espèces africaines de pangolins vivent dans les forêts du pays, qui recouvrent 88%. Ces dernières années, le ministère gabonais des eaux et forêts a redoublé de vigilance. Et depuis la crise sanitaire, des nouvelles lois ont été adoptées pour stopper le braconnage dans le pays, ce qui n'empêche pas les vendeurs de multiplier les stratégies et de se retrouver parfois sur des marchés discrets. Parlons du pangolin géant, c'est une espèce déjà intricalement protégée. Aujourd'hui, les 2 autres espèces aussi sont protégées. Il y a un texte réglementaire qui vient d'être pris, qui protège aussi ces 2 espèces. Donc, devient trafiquant du pangolin toute personne qui exploite le pangolin. Donc, toute personne qui chasse le pangolin, tout ça devient automatiquement qui devient le braconnier. D'après Trafic, une ONG basée au Royaume-Uni, en 7 ans, plus de 330 tonnes de pangolins et leurs écailles ont été saisies rien qu'en Asie, contre 609 entre 2017 et 2019. L'ONG explique que cette baisse est la conséquence directe des mesures prises pendant la période de Covid-19. Les autorités ont adopté des normes strictes de protection de la faune et le pays œuvre activement pour que le pangolin géant soit classé comme l'une des espèces les plus menacées au monde. La nouvelle loi gabonaise prévoit des peines allant de 6 à 10 ans d'emprisonnement ferme et une amende de plus de 2 millions de francs CFA. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Je recevrai le blogueur voyageur Ruben Fils. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africana.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.